Sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Conférence de presse du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Plus d'informations à la fin de cette édition avec Amari Diara. C'était là les sommaires, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Je l'annonçais dans les titres, dans le cadre de sa participation au festival Ogobanya, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, a tenu une conférence de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière ce jeudi 30 janvier 2025. Suivons ce reportage. Au cours de cette conférence montrant l'ampleur de la migration irrégulière et sa gravité, M. Moussa Ag Attaher a partagé quelques statistiques dont 67 000 personnes ont perdu la vie sur les routes de la migration irrégulière de 2014 à septembre 2024, d'où 10 000 immigrants perdus en 2024 et des tas de disparus tous jeunes dont les causes restent encore inconnues. Le ministre a également rappelé les actions menées par le gouvernement à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en rapatriant 12 030 migrants au pays qui étaient en situation de détresse et victimes de déguerpissement dans les pays voisins. Comme vous le savez, ce festival est un lieu de rencontre extraordinaire, un lieu de brassage, de diversité, mais surtout avec un public très jeune. Et nous savons que la migration irrégulière, c'est surtout les jeunes qui l'empruntent. Donc nous pensons que ici, ce festival est une bénédiction et une opportunité pour toucher le maximum du public jeune, envie de les sensibiliser, d'échanger avec lui, de parler avec lui sur les méfaits de la migration irrégulière, mais aussi c'est l'occasion d'informer, de parler aux jeunes, de parler au public sur ce que le gouvernement du Mali fait pour justement créer des opportunités à sa jeunesse, envie de la protéger des méfaits de la migration irrégulière. J'ai profité donc de cet espace aujourd'hui pour animer carrément une conférence sur la problématique de la migration irrégulière et aussi informer de tout ce que le gouvernement fait. Parce qu'on voit les drames tous les jours de la migration irrégulière, mais est-ce qu'on voit ce que le gouvernement fait pour pallier à cela? Donc je pense que ce cadre-là nous a permis vraiment de passer énormément de messages et de se mettre en contact avec un public qui est directement concerné par tout ce que nous faisons au compte du ministère des Maliens établi à l'extérieur. Nous faisons beaucoup d'assistance à nos compatriotes en situation de détresse. J'ai donné des statistiques, des chiffres, et tous les vols que nous avons organisés pendant l'année 2024, des affrètements, des vols commerciaux et plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes en situation de détresse ont été rapatriés. J'ai aussi informé que nous faisons en plus de l'assistance et de l'assistance aux migrants en situation de détresse, nous faisons de la réinsertion et de la réintégration. En novembre dernier, nous avons financé à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA des projets de réintégration des migrants de retour. Donc cela également, j'ai voulu le partager avec le public. Et au-delà de ça, nous travaillons sur la migration régulière. Donc en collaboration et en partenariat avec un certain nombre de pays européens, nous sommes en train de créer des opportunités pour les jeunes qui veulent migrer en Europe de le faire de manière régulière à travers des groupes de jeunes que nous allons former ici en langue et en métier et qui vont arriver dans ces pays européens de manière régulière et qui seront protégés. Donc cette dynamique de migration régulière, de promotion des voies régulières de la migration, nous allons continuer à travailler là-dessus avec l'ensemble de nos partenaires. Avec l'aide des partenaires, le ministère du Travail sur des opportunités de migration régulière avec un certain nombre de pays européens pour permettre aux jeunes de voyager de manière régulière et avoir toute la protection qu'ils méritent. Des remerciements ont été faits au Ogon et l'ensemble des personnalités d'Ogon pour l'opportunité d'avoir cet échange à l'endroit de la jeunesse.
Dans un communiqué diffusé ce mercredi 29 janvier 2025, la CEDEAO a apporté des précisions sur quelques aspects liés au départ des pays membres de l'Alliance des États du Sahel de l'organisation régionale. La CEDEAO a décidé de reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et les cartes d'identité nationaux portant son logo détenus par des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Suivant l'interview de M. Moussa Tembeli, secrétaire général du parti CDP Malikoura, au micro de Khadijatou Liliane Sribé et Fatou Diaïa. On a vu et analysé le communiqué du 29 janvier de la CEDEAO qui prend acte effectivement de l'effectivité de la sortie des 3 pays de l'AES de l'organisation de la CEDEAO. La CEDEAO justement a acté cette sortie et en même temps a fait part donc de certaines situations, notamment le maintien, n'est-ce pas, de certains avantages accordés aux ressortissants, n'est-ce pas, de ces 3 pays. On peut considérer que ça c'est une bonne démarche de la part de la CEDEAO, mais cela fait suite effectivement à un premier communiqué, une première intervention, n'est-ce pas, de nos ministres des Affaires étrangères qui ont effectivement tendu la main à la CEDEAO en disant que même après la sortie de nos 3 pays de la CEDEAO, on garderait justement les bons rapports avec ces pays-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre nous par rapport justement à une sorte d'incompréhension politique, mais cela ne va pas diviser justement nos concitoyens parce que le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ces pays sont des pays frères. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nos relations ont commencé. Je dirais même que c'est les mêmes populations. Et malheureusement, il y a la délimitation des frontières, ce qui fait qu'à un moment donné, chacun est obligé justement de préserver sa souveraineté. Donc nos États ont compris qu'en restant dans la CEDEAO, on pourrait être amené donc à compromettre notre souveraineté. C'est pourquoi nous avons décidé à un moment donné de l'histoire de prendre nos responsabilités, de nous assumer, de nous retirer, de nous séparer de nos frères, mais cela ne veut pas dire qu'on va partir définitivement. On va collaborer, on va justement, les liens qui existaient, notamment les liens par rapport à la collaboration économique, politique et tout ça, ça va demeurer, mais il y aura une redéfinition justement de certains cadres. Et je pense que c'est ce travail-là qui est en train d'être fait par nos ministres des Affaires étrangères et ceux, n'est-ce pas, des pays de la CEDEAO. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. La CEDEAO quand même a fait un communiqué responsable parce que ce communiqué-là répond, je dirais pied pour pied justement, au communiqué, n'est-ce pas, qui a été fait par l'AES. Les pays peuvent bel et bien s'en sortir parce que l'histoire a prouvé que les grands défis ont toujours commencé comme ça. On peut partir de rien pour aboutir justement à de grandes choses. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où chacun préserve ses intérêts. Comme on le dit, les États n'ont ni amis ni ennemis, ils n'ont que des intérêts. Les États de l'AES, les 3 pays, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, ont compris qu'on est arrivé à un stade où le problème sécuritaire ne pouvait pas se résoudre par une sorte de laxisme qui prévalait dans ces 3 pays-là, dans les pays membres de la CEDEAO. Il fallait qu'on assume nos responsabilités, qu'on prenne des décisions responsables en nous mettant ensemble pour essayer de former un tout. Parce que la menace était tellement grande que le Mali à lui seul ou le Burkina à lui seul ne pouvait pas faire face à cette situation. Malheureusement, la CEDEAO n'a pas pris le problème, n'a pas traité le problème à bras le corps, ce qui a fait qu'on a compris qu'il fallait qu'on se retire, qu'on se mette ensemble parce que nous partageons les mêmes problèmes, nous partageons le même espace pour essayer donc de trouver donc une solution commune, une solution renforcée, une solution qui pourrait nous permettre de faire face à tous les défis qui se présentent. Comme la CEDEAO malheureusement ferme les yeux sur tout ça, et continue à soutenir justement des intérêts étrangers, on a compris qu'il faut qu'on se retire, on se prépare, qu'on forme un tout et qu'on essaye, n'est-ce pas, de faire face à cela. Et je crois que ça se traduit par la naissance, n'est-ce pas, de la Confédération qui peut-être plus tard va se transformer en fédération. On le souhaite bien parce que c'est l'union qui fait la force. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est contre le panafricanisme parce que nous voulons que tous les pays, n'est-ce pas, d'Afrique s'unissent parce que c'est en étant ensemble qu'on peut être fort. Pour que l'Afrique puisse s'épanouir, il faut qu'on soit vraiment responsable dans nos prises de décision, qu'on nous laisse prendre nos propres décisions, qu'on décide de nos propres politiques, qu'on nous appelle aussi sur la table, n'est-ce pas, des grandes nations en étant justement véritablement souverains.
Mais nous, au sein du CDP Malikura, je pense que nous allons faire quelques propositions. D'abord, il faut qu'il y ait une sorte de redéfinition des cadres institutionnels parce qu'on va quitter la CEDEAO. La CEDEAO a des institutions qui marchaient et nous étions membres, n'est-ce pas, de ces institutions-là. Il faut trouver une solution de remplacement. Je pense qu'un préalable a été fait, mais il faut approfondir justement les réflexions pour qu'on puisse maîtriser justement les tenants et les aboutissants. Ensuite, le renforcement, n'est-ce pas, de l'intégration au sein de l'AES. Hein? Si on forme un tout, c'est pour qu'on soit ensemble, qu'on forme un même peuple, un même territoire et qu'on ait les mêmes destins, qu'on se donne la main pour se défendre. Et pour ce faire, il faut que l'intégration soit vraiment renforcée, que la libre circulation des personnes et des biens soit justement au centre des préoccupations. Parlons de l'actualité régionale à présent avec Marie Djenou. Le préfet de Diré, lieutenant-colonel Abdoulaye Traoré et ses adjoints ont prêté serment ce jeudi 30 janvier 2025 devant le tribunal de grande instance de Tombouctou. Cet exercice, selon les autorités locales, marque officiellement leur entrée en fonction en tant que nouveau administrateur. Après la prestation de serment, le préfet a promis d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Une session de formation de 2 jours a débuté ce mercredi 29 janvier 2025 à Kadjolo. Le thème porte sur la lutte contre les violences basées sur les genres. Elle est organisée par le PASENDA avec l'appui financier de ONU Femmes. L'objectif, selon les organisateurs, est de renforcer la compréhension et l'engagement des acteurs locaux dans la lutte contre les violences basées sur les genres VBG et les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes et des filles dans le secteur de Kadjolo. Une soixantaine de personnes composées des maires, des chefs de village, des leaders de jeunes et de femmes, des leaders religieux venus des différents villages du secteur de Kadjolo ont participé à la rencontre. À Kaya, les forces vives ont battu le pavé ce mercredi 29 janvier 2025 pour manifester leur soutien à l'Alliance des États du Sahel AES. La marche est partie de la tribune pour s'achever devant le gouvernorat. Dans leur déclaration, les manifestants ont sollicité la décision de sortie de l'AES de la CEDEAO. Le gouverneur a promis de transmettre le message acquis de droit. Les techniques de transformation agroalimentaire et la comptabilité simplifiée, c'est le thème d'une rencontre organisée à Koutchala du 25 au 29 janvier 2025. Près de 10 personnes survivantes des violences basées sur les genres VBG ont pris part à la session. Selon les organisateurs, il s'agissait de favoriser leur réinsertion socio-économique. Cette session a été organisée par le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle a été financée par le FENUAP à travers le projet FAFE EAS2APE. Une session de formation sur l'importance du vaccin pour les animaux a pris fin ce 29 janvier 2025 à Sikasso. Elle a regroupé une soixantaine d'éleveurs de la région selon les organisateurs. L'objectif est de renforcer les capacités des éleveurs sur les avantages de la vaccination, y compris la planification de la vaccination. La rencontre a été organisée par la Direction nationale des services vétérinaires et financée par ILRI. Et voilà, Aïssata Kouyaté nous fait le point de l'actualité internationale. RDC, crise à Goma, des corps abandonnés dans les rues. Les députés de province du Nord et Sud Kivu ont présenté un constat préoccupant concernant la situation à Goma lors d'une réunion jeudi avec le président Félix Tshisekedi, alors que la ville fait face à une grave crise humanitaire. Des cadavres jonchent les rues de Goma. C'est le constat glaçant dressé par les élus du Grand Kivu, reçu jeudi 30 janvier à la Cité de l'Union africaine par le président congolais Félix Tshisekedi, selon un communiqué de la présidence parvenu à APA. La délégation parlementaire a décrit une situation dramatique dans la capitale du Nord Kivu, où les services essentiels sont paralysés, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours et les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture, ont rapporté les élus. Face à cette crise majeure, le président Tshisekedi, qualifié de serein par les parlementaires, a assuré travailler en coordination avec la MONUSCO et les organisations
organisations humanitaires pour venir en aide à la population. Le processus diplomatique évolue très bien. Safari Nganizi, président du caucus des élus du Nord Kivu, citant les propos du chef de l'État congolais. Parlementaires ont également affirmé leur soutien total aux initiatives présidentielles, quelles que soient politiques, diplomatiques ou militaires, pour restaurer la souveraineté territoriale de la RDC. Selon le député Safari Nganizi, le président Tshisekedi espère que la communauté internationale va entendre la voix de la RDC et qu'elle exigera le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Cette réunion intervient dans un contexte de tension extrême alors que la RDC accuse ouvertement le Rwanda d'une invasion militaire directe sous couvert du mouvement rebelle M23. Restons toujours en RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à nouveau pour aborder la crise croissante dans l'est de la RDC. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikuwamba Wagner a déclaré que le Rwanda ne pouvait plus agir en toute impunité alors que des millions de personnes sont déplacées et que Goma fait face à une situation critique. Elle a exigé un retrait inconditionnel des groupes rwandaises et des sanctions contre les forces de défense rwandaises. Angola, 58 milliards USD de dettes à régler d'ici 2025. Dans un environnement particulièrement difficile, la crise de change mi-2023 ayant entraîné un revirement de la conjoncture macro-financière du pays, l'exécutif angolais a maintenu la stabilité du cadre macroéconomique, l'assainissement des finances publiques et la soutenabilité de la dette publique. Le ministère des Finances a réagi en imposant la rigueur budgétaire, préservant la confiance internationale. Un engagement qui a permis de faire reculer le poids du service de la dette de 138,4% en 2020 à 63% en 2025. Le service de la dette de l'État angolais pour l'exercice 2025 est fixé à 57,4 milliards de kwanza, soit 58,61 milliards de dollars, un montant qui représente 63% du PIB. C'est ce qui ressort d'un atelier de 2 jours à Luanda présidé par Vera Daves de Souza, ministre des Finances. Après avoir atteint 138,4% en 2020, le point de la dette sur le PIB a régressé à 64,8% en 2022 grâce à des politiques favorables aux investissements directs étrangers. Page sport pour boucler ce journal. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle ce jeudi 30 janvier 2025 au ministère des Sports. Cette coutume rentre dans une dynamique de transparence et d'information sur le bilan mensuel du ministère. Le ministre Fomba a informé la presse des avancées sur le sport, notamment l'inauguration de certaines infrastructures et d'autres perspectives. Il a également parlé de quelques actualités phares du sport malien. Nous sommes tous d'accord et unanimes qu'aujourd'hui, ce qui se passe à la tête de la Fédération de football n'est pas conforme. Ça, on est unanime là-dessus. Il n'y a pas de doute et je pense qu'on ne le cache à personne. Mais l'usage de la force pour réguler certaines choses, ça peut avoir d'autres conséquences qui vont être dommageables pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut faire les choses convenablement et je pense que les différents acteurs, je me réjouis de voir que le président Bavieux a pris lui-même la décision de se retirer de la CAF et de la FIFA parce qu'il n'était pas en mesure d'assumer les postes. Je pense que c'est déjà un très bon départ. Pour moi, il peut encore pousser le bouchon. Il peut regarder aussi l'intérêt que nous avons aujourd'hui au niveau du football malien. Et voir peut-être qu'il n'est pas aussi en mesure, par rapport à la mobilité de ces mouvements, d'assurer tout ce qu'il doit faire pour le football. Nous savons qu'il a beaucoup d'ambition pour le football malien. Il veut aider le football malien. Après, la force des choses fait que c'est très difficile dans certaines situations. Donc nous l'invitons encore vraiment à prendre encore les bonnes décisions pour le football malien. Non, ça c'est l'autre question. Pour le soutien de... Alors, par rapport au Mali qui est absent à la CAF et à la FIFA,
Bon, quand j'écoute votre question, c'est comme si le football allait très bien. Si tout va bien, bon, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, on a beaucoup perdu. Sinon, moi je pense que la chose aurait pu se faire autrement. Si quelqu'un, en tant que candidat, estime qu'il n'est pas en mesure d'assumer, il aurait pu laisser la place à un autre Malien. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Maliens qualifiés. Et c'est quelque chose qui devait être planifié depuis le début. De se dire, bon, à ce stade aujourd'hui, peut-être que la personne n'est pas en mesure d'assumer son poste. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la chance à un autre Malien. Nous sommes là, on doit s'épauler. Une seule personne ne peut pas régler tous les problèmes du Mali. Vous savez, moi seul, je ne peux pas tout régler. Si je n'ai pas mon équipe, je ne peux rien faire. Donc aujourd'hui, on doit placer des gens, faire du lobbying, mettre des Maliens un peu partout, comme certains autres pays le font. On doit placer le maximum de Maliens partout, dans toutes les instances. Ça doit être notre travail. Mais si une seule personne estime que sans elle, tout doit s'écrouler, bon. Effectivement, il y a eu plusieurs audits. Je vais juste rappeler un peu le contexte. Je pense que l'audit est venu à travers un moment précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à un montant qui, soi-disant, avait quitté le Trésor, était venu nous dans notre compte, et nous on avait dit quelque chose, et le Comité national olympique avait dit un autre chiffre. Donc à un moment donné, en tant que responsable du département, je suis obligé de m'assurer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc c'est juste un rappel. Donc à l'époque, je crois que j'avais demandé à l'inspection, notre inspection de la jeunesse, d'aller faire un audit et au Comité national olympique et le DFM qui est assis ici. Donc les deux, eux, ils ont commencé. Mais le bruit s'est amplifié et j'ai vu que vraiment les gens aimaient beaucoup ma photo. Ils ont commencé à beaucoup sortir ma photo dans les journaux. Et finalement, j'ai dit, bon, je crois qu'on va pousser, on va se faire 2 audits. Parce que lorsque l'audit se fait, ça se fait sur un échantillon. Donc si on a 2 échantillons, on va avoir plus d'informations. Donc l'inspection a continué son audit et j'ai saisi le vérificateur pour faire 2 autres audits pour les mêmes acteurs. Donc le comité et ma direction des finances. Je pense que ça c'est mon rôle. C'est de savoir est-ce que les choses fonctionnent bien et si les choses ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de Tropic TV.